On compte maintenant plus de 500 000 morts en Ukraine, et encore en comptant que les pertes militaires et en oubliant les civils qui meurent pris au piège dans ce conflit par milliers chaque jour sous les bombes. Donc maintenant, après 1 an et demi de cette guerre meurtrière qui rappelle de plus en plus la Première Guerre mondiale en termes de stratégie, en termes d'enlisement, mais aussi en termes de massacres inutiles, il serait peut-être temps de se rendre enfin à l'évidence que déverser des milliards et des milliards et des milliards de dollars d'armement sur l'Ukraine, c'est tout le contraire d'aider les Ukrainiens. Au contraire, c'est prolonger une boucherie dont eux vont faire les frais, mais qui est en fait dans l'intérêt de personne d'autre que les grandes puissances, et notamment l'OTAN, qui, par l'admission même de leurs dirigeants, comme vous allez voir dans les extraits que j'ai choisis pour cette vidéo, ont généré cette guerre de toutes pièces pour leurs intérêts géopolitiques, une guerre ingagnable, en interdisant même à l'Ukraine de rentrer dans des négociations de paix. Donc voilà, je vous laisse avec un résumé du stream que j'ai fait sur Twitch sur ce sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager bien sûr, mais surtout à vous abonner sur Twitch ou ici. Tous les vendredis à 21 h, on fait un stream sur ce sujet. On parle de l'Afrique, de l'Ukraine, de l'histoire des guerres dans le monde, sous un angle pacifiste, sous un angle anti-impérialiste. Voilà, bon visionnage. On va prendre des nouvelles de l'Ukraine. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, simplement parce que la situation est absolument bloquée. Ils sont dans une impasse en fait. Et une impasse qui est organisée bien sûr. Regardez, j'ai trouvé une carte, un gif de l'évolution du front. Et en fait, on voit que ça bouge pas en fait. C'est absolument figé de chez figé depuis quasiment 1 an. Toute la zone là, Donetsk, Louhansk, etc. Et même le sud, la Kherson et tout, c'est absolument sous contrôle russe. Ils ont fait des référendums, ils ont installé une administration civile, ils ont pris le contrôle du truc, et c'est réglé en fait. Genre c'est absolument réglé. Et surtout, là, toute la zone qui est en pointillé rouge, c'est blindé de nouvelles défenses installées par les Russes, mais genre en plusieurs couches. Genre il y a par exemple un champ de mines, après genre des fossés anti-chars, puis des soldats avec des drones qui planent au-dessus, etc., avec des bases aériennes qui peuvent bombarder tes positions si tu essaies d'attaquer. Donc du coup, c'est absolument la chienlit pour reprendre le moins de kilomètres côté ukrainien. Et du coup, ça demande un massacre façon Verdun. Ça demande un massacre façon Première Guerre mondiale. Et ça me rend fou de voir cette carte en sachant que tout aurait pu être évité avant même la guerre et qu'en fait, ils ont refusé de négocier, ça me rend complètement ouf. Ça, c'est les nouvelles de ces derniers jours. De nouvelles frappes. Une personne est morte dans une frappe ukrainienne dans le village russe de Tyotkino. Ah, c'est là, c'est un bled à la frontière. Mais pourquoi ils ont attaqué ce village? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Un conducteur de chariot élévateur aurait été tué par la frappe qui aurait touché une distillerie. Ils voulaient pas que les soldats russes reçoivent une livraison de vodka, ils ont attaqué la distillerie et ils ont tué ce conducteur de chariot. Bon, bravo. Andreïvka Etanou a annoncé Gana Maliar, la vice-présidente ukrainienne de la défense. Le village est situé au sud de la ville dévastée de Bakhmout. S'acharner à reprendre des bleds autour de Bakhmout où clairement il reste plus rien, c'est des terrains vagues. Je sais pas trop à quoi ça rime, mais bon, bref, je suis pas un fin stratège de l'OTAN ou de la Russie. La déclaration concernant la prise d'Andreïvka est fausse et prématurée, dit en fait la brigade d'assaut ukrainienne sur le terrain. Je pense que les Ukrainiens, ils sont engagés dans une contre-offensive depuis 6 mois qui avance pas, ont besoin de symboles. Du coup, ils ont besoin assez rapidement de dire on a repris Vieux-Moulin, on a repris l'est de Pontpoint, vous voyez. Mais ça n'a pas l'air même d'aller aussi vite que ça, quoi. Zelensky a reconnu le 8 septembre que la Russie, forte de sa supériorité aérienne, était en train de stopper la contre-offensive ukrainienne. Le président ukrainien s'est plaint du ralentissement de l'aide militaire occidentale et des sanctions visant Moscou. Je crois qu'ils sont déjà au max en fait. Ils ont déjà dit qu'ils étaient déjà au max. Le président américain et les militaires français disent aussi que en termes de production de bombes, ils peuvent pas faire plus là en fait. Et même que tout l'Occident réuni, en fait, ils produisent pas autant de bombes que la Russie. Donc en fait, ils ont envoyé déjà 70 milliards d'armement en Ukraine. Mais en fait, c'est pas vraiment l'armement qui fait la guerre, c'est les gens sur place. Et les gens sur place, c'est le sang ukrainien qui coule en fait. Si nous ne sommes pas dans le ciel et que la Russie y est, c'est très simple, elle nous arrête depuis le ciel. Ils stoppent notre contre-offensive. La guerre est compliquée, certains processus sont compliqués d'ici. Beaucoup de choses ont été ralenties. Quand certains des partenaires disent qu'en est-il de la contre-offensive? Quand est-ce que la prochaine étape aura lieu? Ma réponse est qu'aujourd'hui, nos étapes sont plus rapides que les nouveaux paquets de sanctions. Ah ok, d'accord, en fait, il veut plus de sanctions envers la Russie, mais je crois qu'ils sont déjà au max, en fait. Ils ont déjà viré la Russie des systèmes d'échange monétaires SWIFT et tout. Ils ont déjà boycotté toute l'industrie de la Russie, même s'ils arrivent quand même à vendre leurs trucs, parce que il n'y a pas que l'Occident dans le monde, en fait.
Du coup, en termes de sanctions, je pense pas que l'Occident puisse faire plus contre la Russie. Et au final, ils se rendent compte surtout que toutes les sanctions qu'ils ont mises sur la Russie, en fait, ça avait permis de les rapprocher des BRICS et du reste du monde, en fait. Et que ça servait à rien et que ça les avait pas vraiment isolés. Voilà ce que ça donne sur le terrain. Ces Ukrainiens qui désertent face à l'horreur de la guerre. Par Le Figaro. Du fait du conflit, les Ukrainiens âgés de 18 à 60 ans n'ont pas le droit de quitter le territoire, sauf autorisation spéciale. Ouais, d'ailleurs, vous avez vu dans ce stream aussi des images de gens qui sont arrêtés dans la rue par la police militaire pour être envoyés sur le front. Mais face à la violence de la guerre, des hommes initialement déterminés à combattre ont préféré prendre la tangente. On aura un témoignage en vidéo un petit peu plus tard. J'ai vu une tête coupée, quelqu'un se faire tirer dessus. Après un mois sur le front, le conscrit ukrainien Ivanichenko a déserté l'année dernière, quitte à payer une fortune en bakshish et à subir l'infamie. Sauf dans ce magnifique stream qui est désertion. Il a payé 5 000 $ en pot de vin pour qu'une voiture avec une plaque d'immatriculation gouvernementale le dépose dans une forêt proche de la Hongrie, ou un trou dans une clôture, oh la misère pour s'enfuir, lui a permis de traverser clandestinement la frontière. On dirait qu'ils ont bloqué la frontière à l'ouest pour pas que des mecs se barrent. Les déserteurs sont passibles de peine, allant jusqu'à 12 ans de prison, tandis que les réfractaires au service risquent 5 ans de détention. Depuis le début de la guerre, 13 600 personnes qui tentaient de partir du pays clandestinement ont été arrêtées, selon le porte-parole des gardes frontières Demchenko. Quelques 6 100 autres se sont fait prendre avec des documents falsifiés, ce qui donne un aperçu du phénomène. Même si l'AFP n'a pas obtenu auprès des autorités des statistiques globales sur tous ceux qui ont réussi à se soustraire. Ah oui, en fait, ça, c'est tous ceux qui n'ont pas réussi. Je ne vais pas vous remettre la carte, ok, mais il y a tout un tiers de l'Ukraine qui est russophone, en fait. Et il y a toute une partie des gens, en fait, qui, au moment du coup d'état du Maïdan en 2014, dénonçaient quand même leur propre gouvernement parce qu'ils bombardaient les russophones dans l'est du pays et qu'ils ont massacré des gens dans la maison des syndicats d'Odessa. Du coup, tous ces gens-là, qui sont pas spécialement anti-russes, quoi, en fait, et qui sont choqués de ce qui se passe en Ukraine depuis 2014, de voir des néo-nazis dans les rues, etc., et en fait, ils sont aussi envoyés au front pour se battre contre un truc auquel ils croient pas. Donc j'imagine que c'est en grande partie ces gens-là, quoi. Originaire d'Odessa dans le sud de l'Ukraine, il a fait venir son fils de 5 ans Kirill et sa fille Anastasia 8 ans, ainsi que son épouse. Quand je les regarde, ça me donne de la force et me conforte dans l'idée que je ne fais pas ça pour rien. Pourquoi envoyer au front des mecs, tu sais, qui veulent pas se battre, en fait? À un moment donné, ils vont faire, entre guillemets, un mauvais boulot. Ils vont être moins efficaces. Ils vont chercher à se barrer, ou à rejoindre l'ennemi, ou à disparaître, ou à avoir peur au moment d'appuyer sur la gâchette parce qu'ils veulent pas tuer un autre être humain. Donc, est-ce que c'est pas idiot de la part des militaires de vouloir enrôler de force tous ces mecs? Ou alors, vraiment, ils ont besoin de chair à canon, genre des mecs que tu mets en première ligne, que tu pousses à avancer pour que les vrais, entre guillemets, soldats, les mecs formés par l'OTAN, etc., puissent bosser. Peut-être que c'est ça. Hein. Si vraiment c'était une guerre politique où les gens se battaient pour un idéal, etc., ils iraient d'eux-mêmes, tu vois. Dites au gouvernement ukrainien d'arrêter les persécutions sur cet activiste pacifiste Yuri Zelyazenko. Yuri Zelyazenko a été poursuivi par le gouvernement ukrainien avec le crime de justifier l'agression russe. La preuve est cette déclaration. Les gouvernements et sociétés civiles du monde entier semblent impuissants face au fléau de la guerre, entraînés dans l'entonnoir du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et de l'inimitié plus large avec les pays de l'OTAN, la Russie et la Chine. Ok, il voit le conflit de son pays dans un cadre plus large, entre un affrontement entre blocs. Même la menace de destruction de toute vie sur la planète par les armes nucléaires n'a pas mis fin à cette folle course aux armements, et le budget de l'ONU, la principale institution de paix sur Terre, n'est que de 3 milliards, alors que les dépenses militaires mondiales sont des centaines de fois plus importantes. Dire ça, c'est justifier l'agression russe, et donc il est foutu en tôle par le gouvernement ukrainien. Derrière le secret des pertes militaires en Ukraine, un massacre à grande échelle. Alors, c'est Le Monde. Kiev et Moscou minimisent ou gardent le silence sur le nombre de soldats tués ou blessés pendant le début du conflit. Moi j'ai entendu 500 000 morts. Les pertes sont comparables à celles de la Première Guerre mondiale. 500 000 c'est en fait que le nombre de militaires. Je pensais que c'était le nombre total de gens. Mais là ils parlent pas des civils qui sont pris dans les bombardements des deux côtés depuis 2022. Et encore moins depuis 2014. Souvenez-vous de cette déclat. How important is this to American security that we make sure that the Ukrainians win and Russia loses? Senator, I believe if you can defeat a strategic adversary not using un-US troops,
you're at the acme of professionalism, because letting the Ukrainians defeat that, it takes a strategic adversary off the table, and then we can focus where we should be focusing against our primary adversary, which is China at this time. Le type qui parlait, c'est le général Kellogg, qui était le conseiller sécurité de la Maison Blanche il y a quelques années, et donc il dit qu'évidemment le plan des États-Unis, c'est de pouvoir attaquer la Russie sans verser de sang américain, et donc c'est ce qu'on appelle une guerre par proxy. Ça s'est confirmé avec, par exemple, le secrétaire général de l'OTAN, qui fait cette déclaration récemment et qui dit qu'ils arment en fait l'Ukraine depuis 2014, depuis le coup du Maïdan. Et donc là, ils disent qu'ils les armaient en fait pour la guerre depuis presque 10 ans. La guerre n'a pas commencé en février l'année dernière. La guerre a commencé en 2014. Et depuis 2014, les alliés au sein de l'OTAN ont fait la promesse d'aider l'Ukraine avec de l'entraînement, avec de l'équipement. Quand j'ai trouvé cette citation de Stoltenberg, le boss de l'OTAN, qui dit clairement que, et c'est ce qu'on avait dit nous aussi, que la Russie est intervenue en Ukraine pas seulement à l'ancienne pour envahir et prendre du territoire, etc., mais que l'OTAN n'avait pas respecté les accords avec la Russie depuis les années 90, qui disait tout se passe bien si vous ne faites pas rentrer dans l'OTAN absolument tous nos voisins, que vous mettez pas des bases militaires à vous tout le long de nos frontières avec des missiles nucléaires. Et les Américains avaient dit c'est bon, vous inquiétez pas, démantelez l'URSS, on va pas faire ça du tout. Et quelques années après, il y a absolument tous les pays voisins de la Russie qui sont rentrés dans l'OTAN avec des bases militaires et qui peuvent frapper Moscou en un quart de seconde. Et du coup, quand ils ont commencé à le faire en Ukraine aussi, là c'était la goutte d'eau pour les Russes. Le président Poutine a déclaré en automne 2021 et a envoyé un brouillon de traité qui voulait que l'OTAN signe pour promettre plus d'élargissement de l'OTAN. Enfin, en fait, c'est le truc sur lequel vous étiez d'accord en 91, hein, mais bon, bref. C'est ça qu'il nous a envoyé, j'aurais dit ça, à l'air choqué. C'était une précondition de ne pas envahir l'Ukraine. Bien sûr, nous n'avons pas signé ça. Et c'est le contraire qui s'est passé. Il voulait qu'on signe une promesse d'arrêter d'élargir l'OTAN. Et donc il est parti en guerre pour empêcher l'OTAN, ou encore plus d'OTAN, d'être à ses frontières. Et il a eu le contraire. Donc voilà. On est dans une guerre de blocs. Comme le général Kellogg disait tout à l'heure, c'est une guerre par proxy, c'est une guerre par intermédiaire, c'est-à-dire que si jamais des puissances nucléaires comme les États-Unis et la Russie étaient directement en guerre l'un contre l'autre, ce serait la fin du monde, okay, et donc ils essaient de contourner ça. En fait, c'est le but en ce moment, c'est d'essayer de contourner un affrontement direct entre des grandes puissances. Et donc ils passent par des petits proxys comme ça, comme l'Ukraine qui en paye le prix. Et donc on a vu pourtant que c'était de plus en plus dur, parce que comme l'Ukraine est pas de taille du tout en fait face à un ennemi qui est 1000 fois plus grand, ils sont quand même forcés d'envoyer 70 milliards d'euros d'armement, qui fait que retarder l'échéance, en fait, on l'a vu sur la carte. Et il y a quand même des soldats de l'OTAN directement qui se battent contre la Russie en Ukraine. Et ça, on le sait grâce à ce dont on a parlé il y a peut-être quelques mois, les fuites du Pentagone. Donc il y avait plein de fuites sur les systèmes anti-aériens de l'Ukraine. Et il y avait aussi des fuites sur le nombre de soldats des services spéciaux français, lituaniens, néerlandais, anglais et américains qui se battaient contre la Russie. Donc c'est de plus en plus dur pour eux d'éviter une guerre frontale, mais bon, donc, ils ont quand même des mecs avec des uniformes ukrainiens, mais c'est quand même eux, c'est leurs armes, etc. Et regardez, ça c'est une interview d'un colonel autrichien qui explique un peu comment ça se passe. L'Autriche fait pas partie de l'OTAN. Donc un journaliste demande la livraison d'armes à l'Ukraine. C'est super, mais le personnel militaire, qui va conduire ces tanks? Est-ce que c'est les soldats de l'OTAN qui doivent opérer l'équipement qu'on leur livre? Et combien de soldats de l'OTAN sont actuellement en Ukraine? Bon mec, il va pas te répondre à ça. Les gens parlent de 20 000 soldats polonais en ce moment en Ukraine. On n'a pas besoin d'envoyer des soldats de l'OTAN en Ukraine. J'enlève mon uniforme, je signe un contrat et je pars en Ukraine. Et je suis plus soldat de l'armée autrichienne. Je suis un employé d'une compagnie privée, ouais d'accord. C'est la solution qu'on peut voir. Ce qu'on peut tirer de ce que je viens de dire, c'est qu'un grand nombre de mercenaires, entre guillemets, dans la traduction étrangers, sont en ce moment en Ukraine, mais ne sont pas officiellement de l'OTAN. On conclut
ce petit truc avec une vidéo. Ça, c'est un de ces mercenaires dont on sait pas trop en fait si c'est un soldat de l'OTAN qui a juste changé d'uniforme ou un mec vraiment genre sincère, genre soit un néo-nazi, soit un mec qui a été convaincu par le discours façon Glucksmann pour aller se battre en Ukraine. Hundreds, if not thousands, of international combatants have come to Ukraine's aid. Des centaines, si ce n'est des milliers de combattants étrangers sont venus aider l'Ukraine. Small group has had enough. The Mais ce petit groupe en a eu marre. train will take them home. Ce train va les ramener chez eux. Straw. La dernière semaine sur le front de l'Est a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour eux. Ukraine's counter-offensive has struggled to achieve its objectives. La contre-offensive ukrainienne galère à atteindre ses objectifs. As the Russians deploy mass artillery Pendant and que, minefields alors que les Russes déploient une artillerie massive to slow the Ukrainians et down. des champs de mines pour ralentir les... Oh putain! Ok, The là tout le fighting monde a has sauté been sur une mine. brutal, although no one was killed in this incident. For the foreign fighters, there is a refuge near the front. What Les is it 17 like derniers right mois. now on the front line, the 0 point? Zero line, it's horror. It's horror. There is just it's a genocide. It's slaughter. There is just people dead everywhere. Moi, j'ai pas besoin de traduire, je crois. Like Russians dead, Ukrainian people dead, Ukrainian soldiers dead, just left there, and Il dit qu'il y a des cadavres partout, laissés là, abandonnés là, des deux camps. don't know why. Et il dit ça va être une mémoire que je vais repousser le plus loin possible dans mon crâne et que je vais essayer d'oublier. Pendant que l'OTAN appelle aux armes, ces hommes se retirent.